On a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette fameuse résolution du nouvel an qui, disons, ne tient pas jusqu'en février. Ou cette mauvaise habitude qu'on essaye vraiment d'arrêter, mais qui revient encore et toujours. On veut changer, on fait des efforts. Et pourtant, on a l'impression de foncer droit dans un mur invisible. C'est super frustrant. Et si ce mur, s'il n'était pas juste un manque de volonté? C'est la grande question qu'on va explorer ensemble. Pourquoi est-ce qu'on résiste à des changements qu'on désire de toutes nos forces? La réponse, vous allez voir, elle est bien plus complexe et fascinante qu'on ne l'imagine. Ça se joue à la fois dans notre tête, dans notre corps et même dans nos relations avec les autres. Et ça nous amène directement à un paradoxe assez étonnant. On va voir un psy en disant «aidez-moi à changer» et en même temps, toute notre énergie, tout notre être semble se battre pour que rien ne bouge. La pensée psychanalytique nous rassure sur un point, ce n'est pas un échec. En fait, cette résistance, c'est justement le cœur du travail en thérapie. Allez, on commence par la première couche de l'oignon, notre forteresse intérieure. Pourquoi notre esprit s'accroche-t-il comme ça à ce qu'il connaît déjà, même si ça nous fait souffrir? Alors, il y a un concept clé ici, c'est l'homéostasie psychique. Pour faire simple, imaginez que votre esprit est une sorte de thermostat. Il est réglé sur une température, un état interne qu'il connaît par cœur. Et dès qu'on essaye de changer cette température, même pour du mieux, toutes les alarmes se déclenchent. Le changement est perçu comme une menace à l'équilibre. Et là, il y a un changement de perspective qui est juste énorme. D'habitude, on voit un symptôme, l'anxiété par exemple, comme un ennemi à abattre. La psychanalyse, elle, nous dit attendez, et si ce symptôme était en fait une solution? Une solution un peu bancale, certes, très coûteuse, mais une solution que notre esprit a bricolée pour gérer un conflit plus profond. C'est exactement ce que Freud voulait dire avec cette phrase. Le symptôme, c'est un équilibre précaire. Essayer de l'arracher comme une mauvaise herbe sans comprendre son rôle, c'est un peu comme vouloir abattre un mur porteur dans une maison. On risque de tout faire s'effondrer. Du coup, on comprend mieux pourquoi le changement peut faire si peur. Le psychanalyste Winnicott a parlé de ce qu'il appelle le faux self. C'est une sorte de carapace, un masque social qu'on construit pour se protéger et s'adapter au monde extérieur. Le souci, c'est qu'avec le temps, on peut finir par croire qu'on est cette carapace. Et changer, ça voudrait dire l'enlever. Se retrouver à nu, vulnérable. C'est une angoisse terrible, quasi existentielle. Et c'est ça le point crucial en fait. Un changement profond, ce n'est pas juste une petite mise à jour de soi-même. C'est une désidentification. Il faut littéralement faire le deuil de la personne qu'on était, même si cette personne souffrait. C'est renoncer à une partie de son identité, et psychiquement, c'est une épreuve immense. D'accord, donc il y a la psychologie. Mais la résistance, elle est aussi câblée dans notre cerveau, dans notre biologie même. Voyons un peu comment notre machinerie interne nous pousse à rester immobile. En gros, notre cerveau est une machine à optimiser l'énergie. Il adore les automatismes, les habitudes, les chemins qu'il connaît déjà. Pourquoi? Parce que ça consomme beaucoup moins d'énergie que d'explorer l'inconnu. Par nature, il est donc un peu allergique à l'incertitude que tout changement amène. Et puis, il y a la fameuse dopamine. Attention, petite correction par rapport à l'idée reçue, la dopamine, ce n'est pas tant la molécule du plaisir que celle de l'anticipation, de la prédiction d'une récompense. Elle nous motive à rechercher ce qu'on connaît déjà, ce qui va renforcer encore et encore les mêmes circuits neuronaux, même s'ils nous sont néfastes. Et cette boucle est incroyablement puissante. Prenons un exemple tout simple. On passe devant une boulangerie, c'est le déclencheur. Immédiatement, le cerveau anticipe le plaisir du croissant. Et là, avant même d'avoir mordu dedans, la dopamine est déjà libérée. L'envie monte, on craque et hop, le circuit est renforcé. C'est aussi simple et redoutable que ça. Du coup, quand on essaie de changer, on vient casser cette belle mécanique bien huilée. On introduit de l'incertitude. Le cerveau ne sait plus à quoi s'attendre et ça génère un vrai stress biologique, mesurable. C'est pour ça que quand on commence un changement, on a souvent l'impression que c'est pire qu'avant, ce qui, bien sûr, nous donne envie de tout laisser tomber. Mais la bataille ne se joue pas seulement à l'intérieur. Notre résistance au changement est aussi profondément liée aux autres, à notre entourage. Il faut maintenant élargir le cadre et regarder les liens qui nous retiennent. On ne change jamais dans une bulle. Quand on change, on vient bousculer les règles du jeu non dites, les pactes inconscients qui régissent nos relations avec notre famille, nos amis, notre couple. Si une pièce du puzzle bouge, tout le puzzle doit se réorganiser. Et ça peut créer une résistance énorme, pas seulement chez nous, mais aussi chez les autres. Le sociologue Pierre Bourdieu a appelé ça l'habitus. C'est l'ensemble des règles sociales, des manières de penser et d'agir de notre milieu qu'on a intégrées si profondément qu'elles nous semblent être notre propre nature. Changer, c'est souvent aller contre cet habitus, et ça peut être vécu comme une sorte de trahison envers notre groupe d'appartenance.
Et le coût social peut être très élevé. On risque d'être perçu comme quelqu'un de déloyal, d'ingrat. On peut déclencher de la culpabilité chez soi et chez les autres, et même risquer l'exclusion. Parfois, sans même s'en rendre compte, on reste bloqué par une sorte de loyauté invisible à l'histoire de notre famille. Bon, alors si notre esprit, notre cerveau et nos relations sociales conspirent pour nous maintenir en place, qu'est-ce qu'on peut bien faire? C'est là que le rôle de la thérapie devient crucial, mais d'une manière assez contre-intuitive. C'est la question qui résume tout. Face à cette triple forteresse de résistance, est-ce qu'il y a une issue? La réponse n'est pas dans la force brute, pas du tout. Elle est dans une approche radicalement différente. L'idée, ce n'est pas que la thérapie va nous donner un marteau-piqueur pour défoncer les murs de notre résistance. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas un rapport de force. Non, c'est bien plus subtil que ça. Et voilà la clé. Le véritable objectif de la thérapie, c'est de créer un espace suffisamment sécurisant pour qu'on ose affronter l'angoisse de l'inconnu. C'est comme un filet de sécurité pour un funambule. Le filet n'enlève pas la peur du vide, mais il rend la traversée possible. Il permet de supporter l'inconfort du changement. Ce qui nous amène au but ultime. Le but, ce n'est pas d'atteindre un état parfait et de ne plus jamais bouger. Non, le vrai but, c'est de développer une nouvelle compétence, la plasticité psychique. C'est la capacité à se transformer, à s'adapter, à naviguer dans l'incertitude tout au long de la vie sans s'effondrer. C'est apprendre à flotter plutôt qu'à s'agripper. On va finir sur cette phrase qui est d'une profondeur incroyable. Changer, ce n'est pas simplement aller mieux. C'est un acte de courage immense. C'est accepter de renoncer à la protection, même si elle est douloureuse, de ce qui nous est familier. Et c'est peut-être ça finalement l'une des aventures les plus exigeantes, mais aussi les plus belles de l'existence.